Bonjour, on m'a demandé de parler du lâcher-prise. Alors, je veux bien tenter d'en parler, mais tout d'abord, je voudrais dire qu'à mon sens, le véritable lâcher-prise, c'est de réaliser qu'il n'y a rien à lâcher et personne pour lâcher. Ça, selon moi, c'est vraiment le lâcher-prise, le véritable lâcher-prise, le fondamental. Mais bien entendu, quand on m'a demandé d'en parler, ce qui était à l'esprit de la personne, c'était lâcher prise de quelque chose, une habitude, un comportement, une façon de répéter des schémas. Je comprends bien ça. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans en fait les techniques de méditation, il y a pléthore d'exercices qui peuvent aller dans ce sens-là. Et pourquoi pas, je vais m'y tenter également après, à partir de ma propre approche de la non-implication. Mais j'insiste sur le fait que, selon moi, le véritable lâcher-prise consiste à réaliser qu'il n'y a rien à lâcher, il n'y a pas de prise, et personne pour lâcher. L'individu est juste une pensée qui se reconstruit de moment en moment, par inadvertance, par inattention, par manque d'intérêt pour ce qui est, peut-être aussi, ou par extrême fascination pour les phénomènes, notamment, pas seulement les phénomènes extérieurs, mais ce qu'on appelle à tort les phénomènes intérieurs, les pensées, les sensations, etc. On est tellement fasciné par tout ça qu'on oublie l'arrière-plan, le fond, qui est ce qui est immuable, ce qui est toujours déjà là, et où là, il n'y a pas de prise, et il n'y a personne. Donc, effectivement, le véritable lâcher-prise, j'insiste une fois encore, c'est de réaliser qu'il n'y a rien à lâcher, et personne pour lâcher. Ceci étant dit, quand on voit quelque chose qui nous dérange, c'est en tant qu'individu que ça nous dérange, ça va de soi, mais qu'on ne voit pas comment non pas se débarrasser de l'individu, ce serait absurde. Il faut juste voir ce que c'est que l'individu et ce que c'est que notre vraie nature et il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de problème. Mais tant qu'on a cette séparation, ce sentiment très fort d'être un individu avec des problèmes, des joies, des plaisirs, des chagrins, etc. Et ça ressemble tellement à notre réalité, à notre apparente réalité qu'on s'y reconnaît. Et donc, là, oui, moi je proposerais toujours à partir de ma propre approche, c'est-à-dire de simplement accueillir tout ce qui se présente sans l'entretenir, sans chercher à s'en débarrasser ni à le transformer. Et là, c'est un lâcher-prise qui se répète, qui se répète, qui se répète. Ce sont des petits lâcher-prises jusqu'au moment où on voit le fond. Et quand on voit le fond, et ça demande pas du temps, c'est une question peut-être d'intensité plus que de profondeur ou de temps, vous voyez. Quand on voit le fond, là il y a le véritable lâcher-prise parce qu'on réalise qu'il n'y a rien à lâcher, personne à lâcher. Maintenant, je vous invite à une petite mini-séance très courte parce que je suis en plein soleil, je ne sais pas vous, mais voilà, je suis pas très bien protégé et c'est l'univers phénoménal, mais il joue quand même. Donc, je vous invite à ce qu'on accueille tout ce qui se présente et on voit que quand on l'entretient pas, qu'on n'essaie pas de s'en débarrasser, qu'on ne le transforme pas, ça dure pas, ça peut pas durer. Et même si ça durait, c'est comme si c'était désamorcé avant d'être désactivé. Donc, on accueille absolument tout ce qui se présente à nous. Aussi bien ce qui vient de l'environnement soi-disant extérieur
que les pensées, les sensations, les émotions, les sentiments. Mais on ne fige rien et on ne se fige dans rien, sur rien, pour rien. Et alors, c'est juste ouverture, et ouverture, c'est synonyme de lâcher prise. Et quand il y a une saisie, on peut la voir, la sentir dans son corps, etc. Et on peut voir que quoi qu'on en dise, on peut lâcher cette saisie. On n'est pas obligé de continuer de s'agripper, de s'accrocher. C'est pas une fatalité, c'est pas un effort, c'est pas un faire, c'est un voir, un réaliser. Merci. Juste encore quelques petits mots. Certains me disent qu'ils veulent arrêter de fumer. Je comprends tout à fait, moi je fume pas. Mais ils veulent arrêter de fumer soit par pression sociale, soit par pression psychologique, soit parce que ça coûte cher, soit aussi parce qu'ils croient qu'être spirituel ou dans un cheminement spirituel implique d'être végétarien, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer, etc., etc. Pourquoi pas, hein, ça peut pas faire de mal tout ça. Mais je vous invite à considérer ces petits exemples suivants. Nisargadatta Maharaj a fumé à la chaîne jusqu'à la fin. Même pendant ses satsangs, il fumait des bidis. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde, même si vous ne comprenez pas l'anglais ou le marathi, à regarder ne serait-ce que des extraits de satsang de Nisargadatta, parce que là, on est à des années-lumière des caricatures de la sagesse, habillé tout en blanc, avec une voix douce et qui ne bouge pas, ou dont les gestes sont très mesurés et harmonieux. Allez voir Nisargadatta. Ça décoiffe. Et pourtant, quelle sagesse, quelle liberté, quel lâcher-prise. De la même manière, ici en France, on a eu Stephen Jourdain, ce poète philosophe extraordinaire, qui fumait, qui buvait des bières, qui mangeait de la viande. Et quel bonheur! Et allez voir. Yolande Durand-Serrano, à qui quelqu'un, je ne sais plus qui, peut-être dans un des 2 livres ou ailleurs, lui a demandé pourquoi elle fumait. Je ne sais pas si elle fume encore, mais à ce moment-là, pourquoi elle fumait, puisque, voilà. Et Yolande a répondu avec, je trouve, beaucoup d'humour, qu'elle n'avait pas décidé de mourir en bonne santé. J'aime vraiment beaucoup ce genre de réponse, parce que faut être clair, hein. Savoir si on fume pas, si on boit pas, si on mange pas de viande, c'est pas dans le but de quelque chose. Je vous remercie, à bientôt.